Le sujet brûlant du moment est bien évidemment l'IA, à tel point qu'on aurait presque l'impression que tous les projets en ce moment contiennent un LLM ou quelque chose s'y approchant. Pour nous, développeurs, cela pourrait représenter une certaine crainte. Nous ne sommes pas tous data scientists et capables de monter un réseau de neurones. Et si je devais faire une IA maison aujourd'hui, j'avoue, je ne saurais même pas par où commencer. Mais alors, les IA sont-elles nécessairement à construire avec une équipe de 30 chercheurs du MIT? Par où commencer avec mes ifs? Et surtout, si mon IA est bête, peut-elle encore s'appeler une IA? Pour répondre à ces questions de genèse, je ne reçois pas le docteur Frankenstein, mais il s'y connaît en création. Milan, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Milan, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, merci. Je suis Milan Stankovic. J'ai un doctorat en informatique de Sorbonne Université. Et depuis très longtemps, je m'intéresse à des sujets IA, des sujets d'exploitation de données de réseaux sociaux et en général des données de pauvres contenus informationnels pour en faire quelque chose d'intelligent, pour permettre à la machine d'accompagner l'humain dans des tâches grâce à ces contextes où très rarement les gros modèles peuvent performer. Depuis ma thèse, donc, je crée des sociétés, des startups, dont une que j'ai vendue, qui sont tous à peu près plus ou moins sur des sujets IA proches à mes travaux de recherche. Ok, donc tu as toujours été sur des sujets d'IA. Toujours, oui. Ok. Aujourd'hui, du coup, donc, c'est des mécaniques d'enrichissement d'informations en se basant sur des métadonnées ou en croisant des informations sur d'autres sources. C'est quoi le... C'est souvent un mix de méthodes, mais nécessairement, quand on veut exploiter des données pauvres, il faut apporter des données externes et les croiser. Et très souvent, on obtient des résultats assez surprenants avec relativement peu de données supplémentaires, en fait. Ok. Donc du coup, on se voit aujourd'hui. Tu m'as proposé un sujet donc des IA minimalistes. Parce que c'est ça qu'aujourd'hui, quand on voit ChatGPT 4.5 avec je ne sais plus combien de milliards de paramètres possibles, on a effectivement l'impression qu'on ne peut plus faire d'IA qualitative sans avoir en fait une armée de serveurs et de datasets d'entraînement à disposition. Toi, tu penses qu'on est capable de faire une IA avec juste un laptop? Mais moi, je ne le pense pas, je le sais, je l'affirme. Ok. Je l'affirme complètement. Et je pense d'ailleurs que c'est une orientation un peu générale. Aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus parler d'un certain minimalisme, d'un retour un peu à des choses plus terre à terre. Mistral AI, par exemple, a proposé un modèle un peu plus réduit qui marche presque aussi bien. Donc, il y a toujours cette problématique de rendre un peu plus accessible, un peu plus humble des choses, qui est très intéressante. Maintenant, je pense que il y a vraiment, quand on parle de cette grandiosité à laquelle tu fais référence, je pense que cette grandiosité, elle prend plusieurs formes. Elle prend la forme de données, qui est particulièrement un sujet qui me tient à cœur et qui me fâche beaucoup. Cette idée reçue que pour faire du IA, il faut un énorme dataset. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire qu'on ne peut pas tous faire du IA et que pour faire du IA, il faut être Google, Facebook ou Amazon. Alors moi, à l'époque de ma thèse, je suis parti de cette frustration-là en fait. À l'époque, il y avait, en termes de système de recommandation, le leader était Amazon avec leur système. Les gens qui ont acheté ça ont aussi regardé ça, qui s'appelait le Collaborative Filtering. Voilà, c'était très vieux, c'était un précurseur, mais il se basait sur une énorme masse de données en fait, de transactions qu'avait Amazon. Et un des problèmes que j'ai cherché à résoudre était comment je peux avoir un niveau d'intelligence relativement similaire
dans des contextes où en fait, j'ai presque pas de données, où je démarre sans rien. Ça s'appelle un problème de cold start. Comment je crée un système qui, au début, j'ai 1, 2, 3 utilisateurs et j'arrive quand même à être intelligent alors que j'ai aucun historique de transaction en fait. Et ça, c'est des problèmes réels, très pragmatiques, qu'il est possible de résoudre. Donc l'idée, déjà, je veux casser cette idée reçue qu'il faut absolument un gros dataset. Oui, le gros dataset permet de faire des choses très très sympas, qui surprennent, qui impressionnent, où on comprend même presque pas pourquoi ça marche. On teste, mais certaines choses on comprend, mais même des chercheurs qui ont inventé des LLM, ils disent très clairement, il y a des choses qu'on a testées, on sait que ça marche mieux que l'autre, mais on ne comprend pas la logique derrière 100%. Donc ça impressionne parce que sur des gros volumes de données, il se passe avec des grands modèles des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est pour ça que ça impressionne. Et puis ça impressionne aussi parce que quand les créateurs et créatrices de ces produits te disent on ne comprend pas comment il en arrive à ce résultat, il y a une espèce de... On a l'impression d'avoir créé la vie, il y a quelque chose de mystique là-dedans. Tout à fait, mais toute mystique et tout mystère est juste question d'un peu plus de recherche pour le comprendre. Mais on est quand même d'accord que si ton dataset d'entraînement est trop petit, tu as du coup quand même un risque d'erreur qui est plus élevé. En fait, il y a... Pas forcément, le risque d'erreur, je veux dire, oui, sur certains modèles, le risque d'erreur, effectivement, est dépendant de taille de dataset, on est d'accord. En revanche, ce n'est pas parce que tu as un dataset faible que tu ne peux rien en faire. C'est-à-dire que tu peux quand même, avec d'autres méthodes, potentiellement, sur certains cas d'usage, faire des choses. Moi, j'ai vu, à l'époque où je m'étais impliqué beaucoup dans les milieux de recherche scientifique à l'international, j'étais dans des comités d'organisation des congrès. Et à l'époque, on s'intéressait beaucoup à Twitter, à exploiter des tweets pour trouver des experts, pour détecter un expert, par exemple, sur Twitter ou autre chose. Et il y avait une équipe de chercheurs d'Amérique latine qui avait présenté un papier comme quoi ils ont trouvé un vocabulaire, donc un ensemble de mots-clés, finalement, qui, quand ils se trouvent ensemble sur un profil Twitter, sont indicateurs à 80% de précision d'une maladie psychiatrique. Et que la dépression clinique était détectable sur Twitter, et ils utilisaient ça pour créer un bot pour contacter ces personnes et leur proposer des séances de psy gratuites ou tu vois, des SOS Line, choses comme ça. Donc pour dire que leur modèle à l'époque était extrêmement basique, presque banal. Il a été testé dans un contexte très réel, à grande échelle, il marchait à grande échelle, alors que finalement c'était de fort rien. Donc pour dire que sur certains sujets très spécifiques, bien travaillé, on peut faire des choses avec très peu. Ok. Et 80%, c'est pas mal en plus comme, c'est pas mal, ouais. comme qualité. Ok. Alors, je suis quand même un peu sous le coup parce que je trouve ça quand même assez fou de pouvoir déceler un tel truc. Et donc, avec parce que le taux de réussite, en fait, c'est surtout ça qui me bluffe. Le 80% de réussite. Alors après, on peut discuter que sur détection d'une pathologie médicale, 80% c'est peut-être trop bas par rapport à ce que ça devrait être, soit, admettons, mais réussir à faire du 80% avec un si petit dataset, c'est quand même assez impressionnant. C'était ça qui était impressionnant dans ce papier à l'époque. Alors, je ne me souviens plus qui étaient des auteurs et je ne saurais plus le retrouver. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'étais assez impressionné aussi sur la solidité de l'évaluation qui était vraiment de prendre des échantillons des gens qui se sont autodéclarés déprimés ou qui suivent un certain traitement. Donc, c'était assez discriminant, ce petit modèle. Ce qui a montré ce papier, c'est qu'avec finalement une technique très, très faible, qui a été peut-être conçue à la main, voilà, sans doute conçue à la main, en regardant des mots, les choisissant, mais qui montre qu'effectivement, peut-être on ne peut pas faire un modèle génératif qui produit des textes, des langues, voilà, mais pour certaines tâches, ne demande pas un LLM en fait. La plupart des tâches IA ne demande pas forcément un très très grand modèle. Le grand modèle, il est impressionnant. Je ne dis rien contre le LLM. Je ne veux pas être compris comme quelqu'un qui est contre le LLM. Au contraire, je suis absolument impressionné. En revanche, je pense que dans la vraie vie, au quotidien d'un dev, on peut faire beaucoup avec beaucoup moins. Mais du coup, est-ce que si on ne fait pas un LLM, tu vois, à quel moment on commence à être dans de l'IA
Et parce que si on prend l'exemple des chatbots par exemple, Mhm. que souvent on a tendance à trouver que les chatbots fonctionnent mal, ce qui est souvent vrai, on va pas se Mhm. mentir, mais parce qu'en fait souvent la majorité des chatbots avec lesquels on interagit au quotidien, en fait c'est des arbres de décision. Tout à fait. Donc il n'y a pas d'intelligence en tant que telle. Donc tu vois, à quel moment pour toi on franchit la barrière en se disant là on est sur de l'IA et là en fait on est sur un arbre de décision ou un enchaînement de if. Oui, alors il y a deux questions en fait dans ta question. Une, pourquoi les arbres de décision ne marchent pas sur des chatbots et LLM marche. Et ça, c'est lié vraiment à la nature du langage, qui est une chose très complexe finalement, qui demande un LLM pour marcher. Et ça, on l'a vu, un LLM vraiment est surprenant et on a l'impression de parler avec un humain presque. Et le chatbot ne suffit pas pour cette tâche-là parce que c'est une tâche extrêmement compliquée. En revanche, il y a des tâches où on peut être intelligent avec moi. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est une très grosse question. Avant de venir, je suis allé sur Wikipédia chercher un peu une définition, voir s'il y a une définition officielle. Évidemment, il n'y a pas. Le job des scientifiques, c'est de ne pas être d'accord. Hein. Et donc, il y a plusieurs définitions. Mais ce qui ressort un peu de partout et avec quoi j'étais moi-même formé, c'est que l'intelligence est une capacité de se débrouiller dans de nouvelles situations. Mais là on parle d'une IA généraliste, ce qui n'est pas forcément... effectivement, les LLM ne sont pas des IA généralistes. On sait qu'ils n'ont pas une adaptation, ils n'ont pas une adaptabilité À tout. illimitée. Non, et non pas, on ne parle pas d'une adaptabilité illimitée. Pour être intelligent, ce que je dis, il faut être capable de s'adapter à de nouvelles situations. Ça veut dire un logiciel qui est banal, basique, il fait toujours la même chose. Voilà. Un programme qui additionne de numéros, il additionne toujours de numéros. Voilà, il ne fait jamais rien d'autre. C'est bête et méchant. Ça marche et c'est assez constant. Voilà, il ne s'adapte pas à une nouvelle situation. Tu lui balances un string à la place d'un numéro. Il ne sait pas le faire. Hop, au revoir. Donc, l'intelligence, pour moi, vraiment là où un système commence à être intelligent, c'est où, face à un humain, il y a un peu d'adaptation. C'est-à-dire le contexte change, le système change. Pour moi, un système de recommandation, déjà, est un début d'intelligence artificielle. Et officiellement, le domaine de recherche, système de recommandation, fait partie du domaine de recherche intelligence artificielle. Donc, les chercheurs qui travaillent sur des systèmes de recommandation, ils font du IA. Il n'y a pas de débat. Okay. Dire, personne ne va les éjecter des conférences IA parce qu'ils font des systèmes de recommandation. Ouais, je vois. C'est tout à fait viable. Mais donc, du coup, donc aujourd'hui, j'essaie de formuler ma question. L'idée de se dire que, effectivement, il n'y a pas que les LLM qui sont de l'IA, ça, je suis effectivement d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas j'ai l'impression de revenir sur le schéma de complexité et je suis conscient que c'est peut-être trop obtus de ma part ou que ça manque d'ouverture, mais comment tu peux réussir à me convaincre que un truc simple peut être de l'IA? Comment un truc simple peut être de l'IA? Si tu considères l'humain, si tu ne cherches pas à regarder vraiment comment c'est fait, oublie qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Tu regardes juste l'humain qui l'utilise. Voilà. Et l'humain reçoit une proposition d'un système de recommandation. Et cette proposition, elle n'est pas banale, elle est pertinente, elle intéresse, elle surprend. Pourquoi c'est pas du IA? Non mais ça je suis d'accord que c'est de l'IA, mais moi je me base, alors peut-être que je me trompe, mais quand je regarde du Criteo, le système de recommandation effectivement d'Amazon et compagnie, on parle d'une armée d'ingénieurs qui bossent H24 sur ces sujets-là, avec des datasets colossales, des moyens colossaux et des algorithmes compliqués. On ne parle pas d'un clampin dans sa cave qui met 4 ifs et qui se base sur les 3 achats de t-shirts qu'il a eu dans l'année sur sa boutique de e-commerce. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, bien évidemment, un truc de recommandation, s'il est pertinent, pour moi, c'est de l'IA, mais ceux qui sont pertinents aujourd'hui,
c'est quand même des moteurs qui ont des moyens. On est loin d'une approche minimaliste pour le coup. Alors, ça dépend vraiment de la typologie de données qu'on traite. C'est-à-dire que Criteo traite une typologie de données relativement vaste et large. En fait, c'est des annonces publicitaires qui sont de plusieurs domaines, qui sont relativement réduits. En fait, c'est souvent une photo ou un petit texte où il n'y a rien du tout, en fait. C'est recommandé de manière pertinente, ça, en regardant des historiques de navigation qui, pareil, sont extrêmement pauvres en sémantique, en fait. C'est extrêmement compliqué. D'où la complexité de la chose et tout ce travail-là. Mais quand tu regardes, par exemple, déjà de se réduire à un domaine, par exemple, quand je faisais des systèmes de recommandation de voyage, bon, recommander des voyages, c'est plus que recommander des destinations, mais au fond, j'avais lu une statistique comme quoi, je ne sais pas, un pourcentage vraiment énorme de voyages concernait uniquement 20 villes. Tu vas recommander un des 20 villes, c'est pas comme si matcher une pub parmi des millions de pubs possibles à un humain. Donc voilà, il y a toujours cette question de l'ordre de grandeur de problème qu'on est en train de traiter. La génération de texte ou d'images, l'ordre de grandeur de problème, je dirais, est quand même très important. Mais ce n'est pas pour ça que dans un système un peu plus réduit, où le domaine est un peu plus précis, qui est souvent le cas d'ailleurs dans des logiciels qu'on est amené à créer au quotidien, voilà. Où il y a des périmètres qui sont assez connus, assez maîtrisés. Voilà. Et où on peut quand même avoir une intelligence qui peut être fabriquée un peu plus simplement. Et ça peut toujours être très intelligent, ça peut être surprenant. Le sujet de ma thèse, par exemple, était comment on va au-delà de la pertinence des recommandations pour faire en sorte que l'humain soit surpris. Parce que souvent, à l'époque, avant mes travaux, on croyait que la machine, si elle propose quelque chose qui est pertinent, c'est banal. L'humain, il dit, bah oui, bien sûr, c'est ça. Et qu'on ne pouvait pas à la fois être pertinent et le surprendre. Et puis, on peut le surprendre. On peut. Et c'est pas très compliqué. Ouais. Et c'est comme les gens qui supposent que leur téléphone les enregistre en permanence. En fait, quand on creuse, j'ai vu, il y a plusieurs il y a plusieurs études sur le sujet qui évoquent, en fait, c'est juste que chaque jour, tu vois des milliers de publicités qui ne t'intéressent pas et que du coup, tu ne captes pas. Et puis, il s'avère que parfois, il y en a une qui correspond effectivement, mais par pur hasard, à un truc dont tu as parlé il y a quelques jours. Et tu as l'impression que c'est lié, mais c'est juste que tu oublies les milliers de fois où on t'a proposé un truc que tu n'as pas vu parce que ça ne t'intéressait pas. Et qu'en fait, c'est pas que la personne t'écoute, c'est vraiment juste un coup de bol où on est sorti un peu des sentiers battus, on t'a proposé un truc un peu à côté et bim, ça match. Voilà, et on peut savoir, parfois on peut informatiquement décider que quelque chose sort des sentiers battus et qu'il va quand même être pertinent et on peut choisir des choses qu'on veut afficher comme ça. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu trop généraliste dans cette discussion de qu'est-ce que c'est cette IA minimaliste. Donc j'ai envie de rentrer un peu plus dans le détail pour dire qu'est-ce que c'est concrètement. Voilà, et je pense que... Et pourquoi je veux parler de ça, en fait, quelle est ma frustration avec laquelle je suis venu ici, c'est que je trouve que dans le milieu de machine learning, il y a beaucoup de jargon mathématique qui est utile, évidemment, je ne remets pas en cause ça, mais c'est un domaine qui se développe quand même pendant des décennies maintenant, qui s'est très spécialisé avec le temps et qui a développé de plus en plus de jargon par-dessus d'un jargon, par-dessus d'un jargon. J'ai l'impression qu'il est un peu inaccessible aux devs. Et que pour un dev, vu tous ces mots-là, on se dit « Ah, alors là, c'est pas pour moi, je sais pas faire ça. » Et je trouve que c'est mauvais, en fait. En soi, culturellement, je trouve que cette séparation est mauvaise parce que les devs sont quand même le cœur le moteur principal qui fait avancer l'informatique, en fait. Et l'informatique fait avancer le monde. Donc, je pense qu'il est très important de démocratiser la chose et de faire en sorte que les devs puissent faire du IA. Voilà. Okay. Je trouve que c'est vraiment une question vitale pour l'IA. Si elle va survivre, c'est parce que tous les devs vont le faire. Pour moi, c'est ça. Et donc, pour ça, je veux un peu démocratiser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire démocratiser ? Ça veut dire...
Déjà introduire l'idée que l'IA n'est pas uniquement des LLM. Donc l'IA, c'est aussi des systèmes de recommandation, c'est même une arbre de décision si c'est un système expert. C'est officiellement un système expert, officiellement s'appelle du IA. Les conférences qui font des systèmes experts, c'est des conférences IA, je suis désolé. Ok. Et bien sûr, on fait d'autres choses et c'est super, la reconnaissance faciale dans des images et tout ça, c'est super. Mais ce n'est pas les seules choses. Voilà, il y a tout un tas de choses et des choses qu'aujourd'hui on considère un peu bas de gamme qui ne marchent pas. Il faut se rappeler que machine learning, il y a quelques années, on croyait la même chose. Voilà. Donc, il faut dénigrer rien. C'est ça que je dis. Et donc, pour commencer, je pense qu'un dev, pour commencer à faire du IA, il peut faire un système de recommandation. Je pense que tout le monde peut faire un système de recommandation et relativement simplement. Donc, pour moi, imaginons... Alors là, je suis en train de travailler sur un sujet pour les B2B sales, pour identifier des prospects possibles qui risquent d'acheter un produit. Voilà. Donc, typiquement, j'ai une base de données, un CRM d'un client qui a déjà vendu à un tel, il a essayé de vendre à un autre qui n'a pas acheté. J'ai des données, donc relativement peu de données, une cinquantaine, une centaine de cas comme ça. J'ai très peu de données par cas. J'ai le titre de comment s'appelle la boîte. J'ai le statut, s'il a acheté ou pas. Et la plupart du temps, j'ai rien d'autre. Ouais. Parfois, j'ai un peu de date, des montants, mais en gros, c'est mal renseigné. Et parfois, il manque des champs. Voilà, ça, c'est la réalité que tout développeur dans la vraie vie a. Des développeurs ne travaillent pas avec des datasets normalisés. Voilà. On aimerait bien, mais on aimerait bien, mais ce c'est pas le cas. C'est pas le cas. Qu'est-ce que je fais? Avec mon équipe, en fait, on construit un système de recommandation. Alors, c'est pas tout ce qu'on fait. On a des modèles sérieux derrière, mais là, je prends un exemple de quelque chose de début pour un peu stimuler tout le monde à essayer des choses. C'est que simplement, on construit des vecteurs. On va aller sur des sites. En fait, déjà, on fait un matching entre les noms de boîtes qu'on a dans les CRM et avec notre base où on a recensé tout un tas d'entreprises. On a construit un peu une base externe. Donc, on fait un matching qu'on évalue. Déjà, je pense que tout développeur aussi peut évaluer des choses. On peut évaluer si un match est bon. On peut construire, prendre une dizaine de potes qui vont annoter des matchs et on va construire un dataset, un peu un ground truth, qui nous permet de calculer le taux de succès. Voilà, on peut avoir comme un test unitaire presque. On peut avoir un test, est-ce qu'un algo match bien ou pas. Déjà, c'est relativement accessible. Je pense que pour tout le monde, c'est accessible ça. À partir de là, on peut construire des vecteurs de mots-clés. C'est basique. Voilà. C'est extrêmement basique. Alors, juste parce que c'est peut-être évident pour toi, mais Oui. mettons, moi, à ma disposition, j'ai juste... je fais un peu de Node, par exemple. Je suis sur un framework classique type Express ou je ne sais quoi. J'ai une base de données relationnelle type MySQL, Maria ou Postgre. Comment je construis un vecteur? Alors, si tu veux construire un vecteur de mots-clés, déjà, en fait, imaginons que tu n'as pas de mots-clés dans ta base. Tu as juste les entreprises et les sites web. Tu vas crawler le site web, tu prends l'ensemble de texte, tu fais passer ça par un extracteur de mots-clés. Il y a des extracteurs que tu choisis, en fait. Voilà. Après, tu vois un peu si les mots-clés te plaisent ou pas. Parfois, il y a des réglages à faire juste pour voir si c'est représentatif. À l'œil, tu sondes un peu, tu vois. Donc ça, on ne cherche pas à faire une recherche scientifique. Là, on cherche à faire quelque chose qui tourne, qui marche pour débuter. Pour 80% des cas. Je banalise. Je ne sais pas si ce sera 80% des cas, mais on veut quelque chose qui marche. On veut commencer par quelque part. Voilà. Donc, on peut prendre sur l'étagère et parfois même sur Hugging Face, il y a des modèles qu'on peut tester. Ils sont testables. Tu donnes un texte, ils te sortent des mots-clés. Tu vois si ça te plaît. Quand ça te plaît, tu commences à jouer avec. Après, tu peux sérieusement l'évaluer. Mais un début, c'est déjà de choisir un extracteur de mots-clés. À partir de là, comment tu construis un vecteur? En général, les extracteurs te donnent une notion d'importance de mots-clés. Donc, tu vas construire ton vecteur en disant combien il y a de mots-clés possibles au monde. Ça, c'est mes dimensions de vecteur. Et les importances vont être des valeurs de mon vecteur pour chaque dimension qui est un mot-clé. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de zéros,
n'as pas à stocker tous les zéros, tu peux dans le stockage te réduire à uniquement les valeurs présentes. Et puis, il y a pas mal aussi de librairies dans tout langage de programmation. Il y a des librairies qui calculent des similarités vectorielles. Souvent, la similarité cosine, qui est en fait, qui se réduit, si je veux, mathématiquement, ça représente le cosine d'un angle entre deux vecteurs. Okay. On n'a pas à le comprendre, en fait, sans même se poser la question qu'est-ce que c'est. C'est simplement une métrique de similarité qui marche relativement bien, qui est très utile. Après, si elle ne marche pas, on peut choisir d'autres métriques de similarité vectorielle, mais plein de librairies donnent déjà un ensemble, donc il suffit de jouer avec et de voir ce que ça donne. En fait, pour faire un moteur de recommandation, enfin, ou faire ces mécaniques d'IA, en fait, il suffit de choisir. Alors, toi, tu parles de vecteurs, moi, je parlerais peut-être de pour essayer de vulgariser encore plus pour des devs qui n'ont pas forcément ces notions-là, mais on va dire une notion de dimension, voire de métriques. Et donc, tu choisis un métrique, et l'idée, c'est de trouver... du coup, tu peux comparer tes enregistrements sur le même métrique, et tu choisis, en fait, le niveau de proximité que tu veux. C'est-à-dire que tu dis, est-ce que je veux qu'il soit à 0,5 d'écart, est-ce qu'ils peuvent être à 3000 d'écart, mais c'est à quel moment tu considères que la similitude, elle a une pertinence dans ton environnement. Tu peux voir ça en fait un peu empiriquement déjà, et je pense que c'est bien de le voir empiriquement. Moi, j'encourage tout le monde qui construit des systèmes de recommandation de un peu sentir de rendre palpable un peu le fonctionnement de système. J'ai horreur des black box, et je pense que c'est très utile de comprendre quel réglage, quel paramétrage d'une métrique en fait donne quel résultat et le pourquoi. Et comment un changement de paramètres change l'ordre des résultats qu'on obtient, et de comprendre. Et quand on comprend, on apprend et on peut faire mieux. Je pense qu'un développeur, on est déjà un peu avec un esprit hands-on. On veut tout de suite essayer. Quand on apprend un concept, on veut tout de suite l'essayer. On ne va pas aller lire un bouquin sur deep learning de 300 pages. On veut essayer des choses. Voilà. Après, on peut essayer des PyTorch, des choses, ça va aussi. Mais je pense que pour un développeur, c'est bien de sortir un peu de ce jargon, de ne pas se faire peur par ce jargon de machine learning, mais de commencer des choses un peu terre à terre. Dire, j'ai mes données, ok, j'ai des entreprises à recommander, je vais essayer de voir lesquelles sont similaires à ceux qui ont acheté. Comment je fais ça? Je consulte des données j'essaie de constituer le plus de données que j'ai. J'essaie de trouver une mesure de similarité entre eux, de la calculer. Après, quand je suis content de ma mesure de similarité, je vais construire un index qui me permet en temps réel d'en trouver. Alors, il y a un algorithme de classification qui est très simple, qui s'appelle K-Nearest Neighbor. Peut-être des gens ont entendu parler de ça, c'est vraiment basique. C'est le principe de dire... si j'ai, par exemple, quelques entrées dans ma base de données, qui est une catégorie, je peux prédire la catégorie des autres en calculant la similarité avec ceux qui ont déjà cette catégorie-là. Et donc, je peux dire simplement, ceux qui sont dans l'entourage de similarité de mon point de regard, voilà, je regarde leur catégorie. Je dis quelle est la probabilité en fait qu'ils soient de la même catégorie. Donc c'est des choses relativement abordables pour un développeur. Je pense que c'est bien de commencer. Ce sont aussi des choses très vieilles dans l'IA. Le K-Nearest Neighbor est très vieux. Ça date des années 50. Voilà. Mais c'est extrêmement accessible. Et ça peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes pragmatiques de tous les jours. Pour rebondir sur plusieurs choses que tu as évoquées. Alors déjà, moi, le côté effectivement... faut éviter les black box, je suis effectivement d'accord, et surtout qu'il faut, au-delà de l'aspect black box, c'est qu'il faut aussi dédiaboliser tout ça en fait. C'est que, je le disais en intro, effectivement on peut avoir l'impression que LLM c'est les milliards de paramètres de ChatGPT et que c'est d'une complexité folle, mais mine de rien on peut quand même réduire à l'unité simple de chaque neurone du réseau de neurones de ChatGPT. Et en fait, toutes les personnes qui écoutent ce podcast sont capables d'appréhender le fonctionnement global, même d'un réseau de neurones, aussi compliqué soit-il, qu'il faut juste creuser un peu. Et même, quand tu parlais de la black box, ça me faisait penser... donc moi, j'ai eu envie un jour, j'avais commencé à creuser effectivement ce qu'a été le machine learning, un petit peu après avoir commencé ce podcast,
Et j'avais découvert du coup que beaucoup de machine learning étaient basés sur le théorème de Bayes. J'ai toujours un doute sur la prononciation parce que je l'ai vu par écrit. Moi aussi. Donc le théorème de Bayes qui est la Je pense que c'est Bayes. Bayes, peut-être, ouais. Qui est donc la probabilité d'un événement sachant un autre événement. Et donc dans un système de catégorisation, c'est exactement ce que tu dis, c'est probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle. Donc quelle est la probabilité que tel objet ait telle catégorie en sachant qu'il contient tels éléments dans sa description, dans ses paramètres et je ne sais quoi. Et donc j'avais mis en place un système entièrement en MySQL et PHP. J'ai pas fait appel à du PyTorch ni rien. J'ai tout fait en MySQL et en PHP. Alors, c'était pas d'une rapidité folle, mais ça marchait quand même assez bien. Et donc, en fait, c'était à l'époque où je travaillais sur un site qui faisait de la vente aux enchères d'objets d'art. On ajoutait environ 1 million d'objets au catalogue chaque année. Et ces objets devaient être catégorisés. Donc, tu imagines bien que quand tu as 3 personnes qui font la catégorisation, que tu leur dis on a 1 million d'objets qui vont arriver dans les 218 jours qui arrivent, ça fait beaucoup d'objets, en fait, par personne. Donc, c'était beaucoup de travail. Et donc, j'avais mis ça en place. Et j'avais le cas de, forcément, assez souvent, quand tu confrontes comme ça ce genre de système à des personnes qui ne connaissent pas ce système-là, qui me disent ton truc c'est nul, ça marche pas, il y a plein de cas où j'ai dû corriger et compagnie. Mon CEO de l'époque m'a dit écoute Bruno, il faudrait que tu expliques en fait aux gens comment ça fonctionne. Et donc j'ai pris 20 minutes, je crois, ou une demi-heure, où j'ai expliqué le théorème de Bayes du coup aux équipes qui pourtant c'était pas des équipes techniques, tu vois, mais je leur ai expliqué l'algorithme de base, je leur ai expliqué comment je découpais les descriptions pour analyser le truc et comment je faisais le recoupement et comment je calculais la proximité entre deux éléments. Et du coup, à partir de ce jour-là, on est passé où avant les messages c'était ton truc c'est nul, ça ne marche pas, à ah bah tiens, là, ton système il m'a mis tel mot, telle catégorie, mais à mon avis c'est parce qu'il y a tel mot et que du coup il a fait la confusion avec ça, donc en fait il faudrait plutôt régler ton paramètre pour que dans ce cas-là, il règle le truc. Et en fait, d'un coup, tu vois, le simple fait d'avoir, comme tu le dis, d'avoir éliminé cette notion de black box, d'avoir expliqué les choses aux gens, en fait, d'un coup, les gens sont on board et en fait, ils participent avec toi et ils l'améliorent avec toi, quoi. Oui, c'est une chose extrêmement importante. Moi, j'ai eu la chance, pendant mes études à Orsay, d'avoir une intervention de Ben Schneiderman, parce que la prof qui enseignait le UX était étudiante de Ben Schneiderman, qui a inventé un peu, c'était le père de UX. Et lui dit exactement ça, en fait, que les utilisateurs, une des premières attentes d'un utilisateur est la contrôle. Et le black box, c'est par définition frustrant. Il y a même des études qui ont été menées qui montrent qu'interagir avec un chatbot, ça induit une charge cognitive plus élevée parce que le cerveau essaye de prédire ce que le chatbot va lui dire en fait. Et c'est beaucoup plus de charge de travail pour le cerveau que de prédire qu'est-ce qui va se passer si j'appuie sur un bouton. Et donc, ce n'est pas adapté à tous les scénarios, à toutes les situations. Et évidemment, on peut convertir l'utilisateur, ne pas de quelqu'un qui est juste mécontent, à un allié d'entraînement et d'amélioration de notre algo. Mais je pense que là, tu dis quelque chose, ils t'ont dit, voilà, il faut changer tel ou tel paramètre. Mais je pense que toi aussi, tu aurais pu avoir peut-être un bouton, presque une fonctionnalité, pour qu'il te rapporte des choses desquelles ils ne sont pas contents, qui cliquent pour dire ça, c'est pas bien classifié, et que tu puisses après utiliser ça comme un dataset d'évaluation en fait, sur lequel tu peux toi-même jouer sur les paramètres. Je pense que ça donne une extrême liberté d'avoir un dataset d'évaluation, de se dire j'ai constitué un dataset d'usage qui dit effectivement ces classifications-là étaient erronées et là c'était des bonnes, ou ils ont été retenues par l'utilisateur donc je le considère bon, voilà. Et je me construis un dataset d'évaluation et j'implémente une métrique d'évaluation, tu vois. Alors, tu vois, j'avais essayé de le faire. Attends, comment j'avais fait ça déjà? Parce que c'était un petit moment. Je crois de souvenir, j'avais... Attends, est-ce que j'ai fait n'importe quoi ou pas? En fait, ce que je faisais, c'est que donc, je découpais mes descriptions pour repérer des chaînes de caractères, qui étaient un enchaînement de mots, pardon, qui avait plus ou moins d'importance. Et en fonction de si le lien entre cette chaîne de caractères et la catégorie avait été confirmé ou infirmé sur chaque mot, il y avait un poids qui était incrémenté ou décrémenté, avec un décrément de 10 si jamais l'humain disait là c'est nul, un plus 10 s'il disait que je confirme, et un plus 1 si on n'avait pas touché.
Donc il y avait un moyen de dire, tu vois, l'humain avait une capacité plus importante de Mhm. correction que D'accord. ce que la machine décidait elle-même. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Aujourd'hui, tu peux automatiser tout ça Oui, avec bien un sûr. modèle, mais je pense que, tu vois, cette expérience est très intéressante. Je pense qu'un développeur devrait aujourd'hui faire ça pour comprendre aussi comment ça marche, pour même quand il utilise un IA Black Box, qu'il sache en fait Hmm. qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça marche, parce que finalement c'est approximable par des choses qu'on peut développer. Et je pense que on n'a pas vraiment, on a rarement une culture de dataset d'évaluation et des métriques d'évaluation. Je ne sais pas comment tu as évalué à l'époque, mais je pense que tout le monde devrait s'intéresser à deux métriques extrêmement basiques qui s'appellent précision et rappel, precision and recall en anglais. Et en gros, precision, c'est parmi les tentatives de deviner quelque chose que mon IA a fait, lesquelles étaient bonnes. Et le rappel, c'est parmi toutes les bonnes que j'ai pu faire, lesquelles j'ai réussi à vraiment proposer. Euh, tu vois, s'il y avait, par exemple, si je recommande des films, Mhm. je vais recommander 10 films. Parmi eux, je vais trouver 5 qui se trouvent vraiment dans des films que mon utilisateur aime bien. Donc ça, c'est mon precision, mais 5 sur 10. Ok. En revanche, mon utilisateur, au total, dans sa vie, il aime une vingtaine de films. Moi, j'ai trouvé 5. Donc je suis 5 sur 20 parmi tous ceux D'accord. Ok. que j'aurais pu trouver théoriquement. Je vois. Voilà. Donc il y a les bonnes réponses que tu as sorties, les bonnes réponses que tu as sorties parmi les réponses que tu as proposées, Mhm. Et parmi et il y les a possibles. et parmi les bonnes réponses possibles. Ok, d'accord. Je l'ai. Exactement. Et ces deux métriques, ils sont à l'origine de beaucoup d'évaluations Ah, scientifiques c'est et sont intéressant comme. relativement basiques en fait. On peut les implémenter sur des petites choses comme ça et puis à la main changer certains paramètres de certaines fonctions et voir ce qui donne un bon résultat. Et ça va quand même s'adapter à de nouvelles situations. Quand il y a des nouvelles entrées, quand les comportements changent, quand même on peut avoir quelque chose qui est intelligent sur certains cas basiques. Voilà. Donc en fait, si j'essaye de regrouper un peu ce que tu dis, c'est que euh, je peux créer un système d'IA à partir du moment où alors, mais on parle même pas d'un dataset suffisant et compagnie, mais à partir du moment où j'ai identifié au moins un métrique sur mes data sur lesquels je peux les comparer les unes avec les Mhm. autres, que je définis du coup le niveau d'acceptabilité Mhm. que j'accepte comme proximité, euh, et, euh, et que du coup il faut un système entre guillemets de boucle rétroactive où je vais mesurer donc cette précision et ce rappel. Voilà. Donc les bonnes réponses, juste pour vérifier que je l'ai toujours bien en tête, les bonnes réponses que j'ai parmi les réponses que j'ai proposées Mhm. et les bonnes réponses que j'ai réussi à sortir parmi celles que j'aurais pu proposer. Voilà. Voilà. Et donc pour toi, avec cette boîte à outils-là, on est en mesure de créer une IA ou est-ce qu'il y a d'autres choses encore qu'il faut considérer? C'est déjà un très bon début et c'est quelque chose que des systèmes auto-apprenants vont apprendre par eux-mêmes. Voilà, mais nous, on peut les faire un peu à la main pour commencer et pour comprendre et pour apprendre. Une autre chose qui est intéressante à voir, c'est que quand on travaille sur des prédictions, c'est de savoir comment sont évalués des systèmes de prédiction. Souvent, on va prendre un historique de données, on va enlever les dernières observations, on va essayer de prédire les dernières observations avec l'historique. Donc c'est relativement simple encore comme principe d'évaluation parce que souvent quand on collecte une donnée, bah, on peut enlever une partie et essayer de prédire cette partie par ce qui reste. Donc ce sont des logiques que je pense que sont quand même à la portée d'un développeur. Ouais. Tu disais aussi à l'instant que on peut utiliser les systèmes déjà tout faits. Mais alors, je me suis peut-être trompé, mais j'ai l'impression que ce que tu disais, c'est que on les utilise mieux quand on a essayé d'en faire nous-mêmes à la main. C'est ça? Tout à fait. Je pense que quand on a compris comment marchent des choses, qu'est-ce Mm. qui fait que deux objets sont similaires, qu'est-ce qui fait qu'un système qu'on a conçu à la main va prédire ça à la place de l'autre, bah, forcément, quand il faut débaguer, et il faut toujours débaguer, on va savoir un peu où chercher. On va aussi savoir qu'est-ce que sont les paramètres, à quoi servent des choses, pourquoi il y a un training set et un test set. Voilà cette séparation dont je parle. Quand on a fait nous-mêmes cette séparation, on comprend mieux.
et puis on peut passer à l'étape suivante. Parce que ce que tu dis au final, c'est un peu comme quand on dit que travailler dans le monde du web, travailler avec un framework, c'est mieux, mais c'est important d'avoir travaillé sans framework avant pour comprendre comment un framework fonctionne et qu'est-ce qui t'apporte en fait. Quand tu dis ça, je parais un peu vieux jeu dans mes réflexions et attitudes, mais oui, j'aime bien un peu passer par des fondaments. Ouais. Mm. Et alors donc du coup, si on revient à cette notion de la qualité de la donnée ou du volume de la donnée, parce que j'ai reçu beaucoup de gens pour parler d'IA autour de ce podcast, il y avait quand même une tendance qui revenait assez souvent parmi ces invités qui disait que il y a 3 piliers principaux pour la qualité d'une IA qui sont la puissance de calcul, mais que c'est avec le cloud, c'est grosso modo c'est une histoire qui est gérée. C'est quoi le troisième? Je crois que c'était la qualité des modèles, mais qu'aujourd'hui il y a tellement de modèles dispo sur le marché en fait que tu trouves forcément le modèle qui te correspond. Et le troisième, c'est la qualité de la donnée. Et que ça, du coup, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Il faut avoir beaucoup de la data qui est propre, qui est organisée, qui est labellisée, qui est catégorisée, qui est homogène, tout ce que tu veux. Donc, c'est tout le boulot des data scientists et data engineers qu'on a au quotidien. Est-ce que toi, donc tu dis tout à l'heure que tu n'as pas besoin d'un dataset colossal, mais tu as quand même besoin d'un dataset suffisamment propre? Adapté. Moi, je dirais le plus adapté à ce que tu veux faire, en fait. Il faut que le dataset est en adéquation. Bon, aujourd'hui, on peut même dépasser ça. C'est-à-dire que l'idée que certains modèles peuvent être transposés à des domaines sur lesquels ils n'ont pas été entraînés est une idée complètement viable. Mais on parle des grands modèles. Là, quand on parle de quelqu'un qui veut un peu à la maison, dans sa chambre ou au garage, faire un système IA, il faut effectivement qu'il rend un peu les données propres, que ce soit des données qui sont en lien avec son cas d'usage, simplement. S'il propose des livres, s'il recommande des livres, alors ils font un historique d'achat de livres ou historique d'évaluation de livres ou un truc comme ça. Après, sur des volumes de données, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, dans les systèmes de recommandation, quand on fait des systèmes de type collaborative filtering qui se basent sur l'usage, il faut énormément de données. Parce que la donnée unitaire est relativement faible en information. En fait, c'est juste est-ce qu'il a acheté ça ou pas. En revanche, quand on utilise des systèmes à base de content, où on va chercher la similarité de deux objets, déjà le fait que ce soit du contenu, souvent c'est des textes, c'est beaucoup de valeurs, de bases de données, des champs de bases de données, on a beaucoup plus de moyens à calculer une similarité et à sortir quelque chose qui tient la route avec relativement peu de données d'entraînement en fait. Et même si ce n'est pas une question d'entraînement, on va tricoter à la main une mesure de similarité et on va la paramétrer à la main et on va juste avoir besoin des données d'évaluation. Donc ça dépend vraiment du domaine. Si on a une richesse de données par unité, une richesse de dimension, on peut se débrouiller avec moins de masse de données. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au final, c'est un peu il te faut un volume d'informations. Et du coup, c'est soit l'information elle est unitairement petite et donc il t'en faut beaucoup, soit elle est l'information en elle-même elle est grosse et du coup tu peux en avoir un peu moins parce qu'au total tu as le même volume de data. C'est un principe mais qui n'est pas forcément généralisable, Ouais. c'est-à-dire qu'il dépend quand même de ce qu'on veut faire. Est-ce que la tâche elle-même est propice à une approche un peu minimaliste ou la tâche est elle-même complexe, comme la tâche que fait ChatGPT de prédire le mot à dire qui passe. C'est extrêmement complexe. Et donc, forcément, là, le fait d'avoir une profondeur de base de données ne change pas grand-chose. Et puis, c'est aussi c'est lié au contexte. C'est-à-dire que si je veux faire une recommandation basée sur les achats des autres visiteurs, j'ai forcément une donnée qui est très faible. Mais si je fais un moteur de recommandation en disant t'es sur tel objet, mais tel objet est similaire, là du coup effectivement je me base sur la description de l'objet, sur sa photo, sur le nombre de sa position géographique, enfin ce que je veux. Exact. Mais là du coup j'ai plus d'informations, mais c'est plus le même genre de recommandation que je fais en fait. C'est pas le même genre de recommandation, mais c'est pas pour ça que c'est moins valable ou que c'est pas du IA, ça reste du IA. Il y a quand même dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, il y a cette notion d'approche minimaliste, pour reprendre tes mots.
Ce qui, moi, me parle, parce que comme beaucoup de devs, je suis paresseux, j'ai envie de faire des choses minimalistes. Je préfère faire des choses petites plutôt que des choses qui vont me prendre trop de temps. Mais en même temps, aujourd'hui, je me dis, bah, au final, je passe moins de temps à aller intégrer peut-être un modèle tout fait de ChatGPT, de Hugging Face ou de je ne sais quoi, plutôt qu'à d'aller recréer d'alimenter mon dataset, créer mes vecteurs, ma comparaison de vecteurs, mesurer mon truc. Enfin, tu vois, j'entends le côté minimaliste, Mhm. mais du coup, au final, dans ton côté minimaliste, ce que j'entends aussi, c'est beaucoup plus de travail. Ça dépend, ça dépend. Je pense que très vite, on va épuiser le nombre de cas d'usage dans lesquels le ChatGPT et tous ces modèles un peu off-the-shelf sont utilisables off-the-shelf. Ok. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail d'adaptation. Et je me demande, est-ce que ce travail d'adaptation va vraiment être efficace, en fait, et minimaliste par rapport à faire nous-mêmes quelque chose de basique. Ça va dépendre vraiment des cas dans lesquels on se trouve. Je pense qu'il y a beaucoup de cas où ça va valoir le coup, en fait, de s'investir à les adapter plutôt que créer from scratch. Mais je pense qu'aussi, on va avoir beaucoup de cas où simplement on va vouloir faire comme ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le IA va pénétrer le monde de logiciels beaucoup plus de ce qu'on imagine. Je pense que demain, peut-être, l'utilisateur peut voir même l'interface utilisateur changer en fonction des besoins, en fonction des probabilités et en fonction de ce qu'il vient de faire et de ce qui vient de se passer. Peut-être les fonctionnalités qui lui sont disponibles vont évoluer de manière dynamique par une IA au sein de cœur de moteur de UI qui le génère. Tu vois, ça peut être vraiment, vraiment partout. Et je pense que les développeurs vont quand même mettre la main dedans beaucoup plus et qu'il va y avoir des choses qu'ils vont faire par eux-mêmes. Est-ce que, du coup, ce que tu dis, c'est que euh, les modèles type LLM et autres, en fait, sont quand même des grosses machines et des gros outils qui fonctionnent très bien, et que si on l'utilise dans la majorité des implémentations qu'on a envie de faire en tant que dev à mettre de l'IA, c'est en fait un peu un overkill, et ce serait un peu comme utiliser une masse pour faire rentrer une agrafe, et qu'en fait on pourrait faire un truc plus petit, plus adapté, et qui utilise moins d'artillerie au final que d'aller intégrer un chat GPT. Moi, j'aime bien parfois provoquer un peu. Et quand on parle de ça, voilà, je me demande, un LLM, c'est super, c'est très gros, ça marche très bien. Mais là, on le spécialise, un domaine. Très bien. Et là encore, ça marche très bien, super. Sauf que si on le spécialise trop, quel intérêt d'un LLM? Je veux dire, la puissance de LLM, c'est sa généralité, en fait. Si vraiment on le spécialise trop, est-ce que finalement, on n'aurait pas pu faire la même chose sans payer à quiconque en faisant dans notre coin? Voilà, il y a un degré de spécialisation dans lequel ça devient un peu absurde. Moi, je vois beaucoup de cas de spécialisation qui ne sont pas absurdes, où vraiment on bénéficie de la puissance de grands modèles sur un domaine précis et où quand même on gagne du temps. Moi-même, je m'en sers vraiment, parfois simplement pour des résumés de texte, pour extraire des mots-clés même, pour simplement réduire un nombre de mots-clés énormes à un ensemble présentable à un humain. C'est super, ça marche très bien. Voilà, c'est des cas comme ça qui font gagner du temps. Et où je pense qu'on va s'en servir. Après, sur des domaines très spécifiques, c'est un challenge, on verra. C'est un peu comme si je t'appelais pour changer la couleur d'un bouton sur mon site. Tu me dirais oui, je peux le faire, mais c'est un peu un overkill de faire appel à Milan pour changer la couleur d'un bouton sur un site. Parfois, oui, je pense que c'est ça, et parfois tu vas passer plus de temps à travailler avec moi et m'expliquer ce que tu veux que de le changer toi-même. Je vois. Tu disais du coup aussi que c'est des outils qu'on va de plus en plus utiliser en tant que dev. C'est-à-dire que pour toi, l'IA va devenir un paradigme, enfin pas forcément un paradigme, mais ce sera aussi quotidien dans notre façon de dev que, je sais pas, utiliser une API ou même de la programmation objet. Enfin, pour toi, c'est quelque chose qui va devenir un impondérable sur tous les projets. On sera amené à créer un petit bout d'IA à un moment, un petit mode de calcul, un petit truc de proximité, un petit vecteur ici ou là, sans... Alors, j'ai envie de te dire oui.
mais j'ai envie aussi je ne sais pas, j'ai une crainte qu'il peut y avoir un non. Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions en ce moment. Il y a vraiment une inflation d'attente vis-à-vis d'IA qui peut nous faire marche arrière. Et j'ai peur de ça, parce que je pense que l'IA est vraiment quelque chose d'utile et qui peut être beaucoup plus accessible aux devs et que les devs peuvent beaucoup contribuer à faire vraiment du IA un peu dans des paradigmes de software engineering, beaucoup plus que dans les maths. Et je pense que ça, c'est très utile. Voilà. Maintenant, j'ai envie aussi de te rappeler à un autre paradigme qui est l'interface graphique. À te rappeler qu'il y avait un temps où on n'avait pas d'interface graphique, où l'interface graphique n'était pas une composante obligatoire d'un logiciel, où on faisait beaucoup d'argent avec des interfaces console. Moi, je travaille dans le secteur de voyage où il y a un logiciel qui s'appelle Amadeus. Et en fait, il a une interface console. Et un jour, je suis allé regarder mes clients, en fait, les agents de voyage, simplement pour comprendre à quoi ressemble leur journée, comment ils se servent des logiciels différents. Et je les ai vus, en fait, utiliser de préférence l'interface console parce qu'il était extrêmement efficace. Ils pouvaient, avec des raccourcis, des petites commandes, changer un billet en 1 seconde beaucoup plus rapidement que de cliquer. Et ça, c'était en 2013-14. Pour dire, il y avait un temps où on faisait des logiciels sans interface graphique. Aujourd'hui, c'est une composante inévitable. On s'attend à une interface graphique. Je pense que quand même, on se dirige vers une époque où on va s'attendre un peu d'IA. Et je pense que c'est normal qu'on s'y attende parce que toutes ces techniques existent quand même depuis très très longtemps. Oui, il y a eu des breakthroughs grâce à des nouvelles inventions, mais c'est du incrémental. Il n'y a pas un travail d'absolu génie qui nous a octroyé une idée de siècle où il n'y aura jamais d'autre. Il va y avoir ce progrès incrémental, il va continuer. L'IA va devenir de plus en plus intéressante. Et je pense que là, ce qui s'est passé, pour ne pas trop commenter sur l'actualité OpenAI, mais le OpenAI, ce qu'ils ont réussi à faire, je pense, et ce qui va rester, c'est qu'ils ont installé l'idée un peu dans l'esprit de tout le monde que l'IA est quelque chose un peu quotidien. Ouais. Et qu'on y a droit. Pas simplement se faire un peu accompagner dans la rédaction de notre code, de notre email, de partout. Et partout, il peut y avoir un peu d'IA. Et je pense que ça normalise l'idée qu'on puisse faire confiance maintenant à une IA un peu plus qu'avant. Et donc, le vouloir présent plus fréquemment dans des logiciels. Ils ont en tout cas clairement augmenté la barre des attentes. C'est-à-dire qu'avant ChatGPT, quand tu faisais ton Hey Siri ou OK Google et qu'il comprenait la moitié des phrases, si ce n'est moins, notamment pour Siri, on se disait, bon, bah, ça marche pas, tu vois, les standards téléphoniques. Et là, je pense que c'est vrai que les gens voient avec OpenAI, ils disent, ah ok, donc en fait, maintenant, on est en mesure de considérer que le minimum syndical de réponse, de qualité de réponse et de compréhension, tu vois, ils ont effectivement augmenté la barre. Mais du coup, en fait, là où je suis, enfin, j'essaye de trouver une métaphore, mais j'arrive pas à trouver l'image, mais de ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que l'IA, ce ne sera pas forcément l'usage des LLM, parce que j'ai bien compris que ce que tu essaies de dire, c'est que l'IA, c'est pas que les LLM, qu'il y a plein de façons d'en faire. Mais ce que tu essaies de nous dire, c'est que dans quelques années, voire peut-être même quelques mois, tous les devs devront à un moment être capables d'implémenter un petit modèle de recommandation d'IA. Enfin, ce sera limite une question qu'on te posera en entretien technique, au même titre qu'on te demandera cite-moi trois schémas de données possibles ou ce genre de choses. Moi, je l'espère. Je le pense très probable et je l'espère. Et tu vois, parce que il n'y a pas très longtemps, moi, donc, j'ai accompagné des gens sur l'animation d'une table ronde sur la cybersécurité. Je travaille avec le salon Ready for It, où on travaille aussi autour des sujets de cybersécurité. Ce qu'il en ressort, c'est que dans les écoles, aujourd'hui, on n'apprend pas aux devs les problématiques de sécurité. Et ce qui est un vrai problème dans l'actualité. Quand je parle avec des experts bases de données, il n'y a pas de formation DBA aujourd'hui. Du coup, il y a beaucoup de devs qui découvrent le SQL et la puissance du SQL beaucoup trop tard,
dans leur carrière, parce qu'il y a très peu de formations. Et dans les formations classiques de dev, on nous apprend à faire un select, un insert, un update, et on ne nous apprend pas tout le côté Turing complete du SQL et tout ce qu'on peut faire avec. Ce que tu es en train de me dire, c'est que il y a une compétence de plus qui va s'ajouter au métier de dev, alors qu'on a déjà des tas de compétences qui sont déjà pas enseignées à l'école. Est-ce que tu crois que du coup celle-là sera enseignée à l'école, ou est-ce que ce sera une corde de plus qu'on devra apprendre sur le terrain? Alors, complexe question. Mais N'est-ce pas? j'adore la question. Je l'adore. Je pense qu'il faut absolument qu'on ait une bonne réponse à cette question. Mais elle est extrêmement complexe. Parce que quand tu dis à l'école, il y a vraiment école et école. Moi, à l'école, j'ai appris tous les fondements de base de données. J'ai appris un peu de fondements sur la sécurité, les clés privées, le chiffrement. Mais voilà, j'ignore après tout l'ampleur de... Il y a école et qui apprend quoi. J'ai appris du IA. La plupart des choses qui se font aujourd'hui en IA, des bases de ces choses, je les ai appris en cours, en fait, à un moment de mes études. Et puis, je suis conscient qu'il y a des écoles qui sont beaucoup plus pragmatiques dans le sens où vous apprenez des différents frameworks et débrouillez-vous. Je pense que aussi notre métier se spécialise de plus en plus. Il y a de plus en plus de devs spécialisés à faire ça déjà la séparation Sur le front, front-end, le back-end. back. Et puis, il va y avoir d'autres spécialisations. Mais je pense qu'on a tous à gagner à avoir un peu de notion de tout. Et puis spécialiser sur des choses qui nous intéressent un peu plus. Je pense que c'est normal, c'est l'évolution d'un métier. Ce métier compte beaucoup plus dans le monde aujourd'hui de ce qui comptait il y a 30 ans. On impacte beaucoup plus l'économie mondiale de ce qu'on impactait il y a 30 ans. Il est normal qu'on se spécialise. Il est normal qu'on a une vision un peu large et qu'on choisit certains domaines sur lesquels on va vraiment aller dans le détail. Et non, je ne pense pas que tout développeur devrait avoir toute connaissance de base de données, ni de cybersécurité, ni de IA, mais un peu de tout. Oui, il doit quand même avoir des notions. Ce qui fait quand même beaucoup de choses à savoir. Tu vois, même si c'est d'avoir des notions de tout, c'est quand même... tu vois, j'avais ces discussions, c'était avec qui que j'avais ces discussions, je ne sais plus à quelle occasion, où j'expliquais que... Donc moi, ça fait 4 ans que j'ai ce podcast. Ça fait du coup 4 ans que je code de moins en moins. Mais ça fait 4 ans que je rencontre des gens côté base de données, côté IA, côté sécurité, côté dev web, dev embarqué, tu vois, enfin, et que du coup, tu sais, tu connais le T-shape, le fait d'avoir des profils donc en T, donc avec une expertise et plein de connaissances. Moi, je suis passé en profil underscore, c'est-à-dire que j'ai une base en fait qui est hyper vaste, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens, discuter plein de trucs, de plein de sujets techniques, mais du coup, j'ai une connaissance sur plein de sujets et en fait, mon expertise principale, à force de manque de pratique et compagnie, Je trouve qu'elle s'effondre. Ah oui, je le vois quand je me remets au dev, je vois que j'ai pas du tout la même productivité que ce que j'avais avant. C'est sûr, pour moi, c'est le cas aussi. Tu vois, au moment où j'ai créé ma startup, je codais encore des composantes en production, et puis de moins en moins, et je code encore, mais je n'ai pas la même productivité qu'un développeur de mon équipe. Tu vois, et déjà, je ne peux pas m'engager à livrer dans une semaine quelque chose avec précision parce que j'ai des réunions, j'ai des investisseurs, j'ai du imprévu. Donc, c'est une autre vie, mais je pense que quand même, tu vois, notre métier n'est pas vraiment fait pour des gens qui ne sont pas curieux. C'est-à-dire une dose de curiosité est corrélée fortement avec le fait d'être dev ou de s'intéresser à l'informatique en général. Donc je pense que dans cette curiosité, il y a un peu de place pour quand même avoir des notions de base de données, de IA, de sécurité. Après, on n'est pas... Moi, je n'ai pas vraiment la passion pour la sécurité. C'est pas... Tu vois, j'ai des notions, j'ai la passion pour la privacy, ça me tient au cœur, mais pas vraiment pour la sécurité, je dirais. L'IA, ça me passionne vraiment. Les bases de données, un peu moins. Tu vois, c'était des données, j'adore manipuler, j'adore faire des choses comme ça, j'adore des abstractions, des architectures logicielles. Chacun un peu... ouais, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui ont d'autres sensibilités. Je pense que c'est une richesse pour notre métier. Je le vis pas comme « Ah, tiens, un encombrement, encore un truc à maîtriser ». Non, quand même, c'est encore une richesse à avoir, à accueillir dans notre communauté. Je suis tout à fait aligné, bien évidemment, avec cette logique de se dire que la curiosité est indispensable dans notre métier. Et c'est Steve Jobs, je crois qu'il disait dans son discours
de la promo de Stanford, je crois peut-être, il disait Stay hungry, stay foolish, tout à fait. Qui est tout à fait dans cette philosophie en fait. Tout à fait. Merci beaucoup Milan pour cette discussion. J'aurais 2 questions rituelles pour toi avant de te laisser. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu, une ressource ou un élément que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Oui, je souhaiterais orienter les auditeurs vers des travaux de Brené Brown. C'est une chercheuse américaine qui traite le sujet de la honte. Donc, ce n'est pas du tout un sujet dev, mais je trouve que c'est un sujet un peu très intéressant et d'une recherche breakthrough qui n'est pas une recherche informatique du tout, mais qui nous impacte un peu tous. Et notamment, elle a un livre qui s'appelle Daring Greatly. Je pense qu'elle est traduite en française par Grand Courage ou quelque chose comme ça. Mais tu peux me refaire en anglais? Daring Greatly. Daring, ok. Et donc, Brené Brown, il y a aussi des vidéos sur Netflix, elle a un documentaire. Je souhaiterais orienter tout le monde vers ses travaux parce que je pense qu'elle a vraiment fait, par des recherches en sociologie et en psychologie, des découvertes extrêmement intéressantes sur la nature de l'être humain, sur la nature de qui on est, comment on fonctionne au fond de nous. Et elle a vraiment beaucoup de consignes comment on peut fonctionner mieux. Okay. Donc voilà, je recommande ça. Canon. Eh ben, on mettra des liens en description, bien évidemment, et je me ferai un plaisir aussi d'aller jeter un œil. Et la dernière question rituelle, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Espace. Plutôt espace, top. Eh ben, merci beaucoup, Milan. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode qui, j'espère, vous a donné envie de faire un peu de machine learning, d'expérimenter, de vous documenter là-dessus. On verra si avec Milan, on vous met des ressources aussi en description pour creuser, je sais pas, effectivement, des arbres de décision, des notions de proximité. C'était quoi déjà ce que tu disais? Système de recommandation. Système de recommandation, mais c'était le key nearest neighbor. Key nearest neighbor. Donc voilà, on voit un peu comment vous donner différentes ressources là-dessus. Et j'espère vous partager très bientôt des news sur cette conférence que je vais organiser pour les devs qui parlera du coup d'IA cette année. Mais ce ne sera pas le thème chaque année, bien évidemment. Donc voilà, merci à tous pour tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.